Ils ont appelé ça une séparation à l'amiable. Mais au moment où les RH ont fait glisser ce paquet de départ de l'autre côté de la table, j'ai su exactement ce que c'était. Un raid budgétaire déguisé en courtoisie d'entreprise. J'ai souri, demandé un jour pour l'examiner, et suis sorti avec la seule copie d'un audit de conformité valant 8 chiffres dans mon sac. S'il manquait la date limite, le gouvernement fédéral gèlerait des millions. Il n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Avant de poursuivre mon histoire, d'où regardez-vous? Appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Je vais vous montrer exactement comment j'ai transformé mon licenciement en une prise de pouvoir totale. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment tout cela se déroule. Ils m'ont convoqué aux RH à 9 heures précises, le genre de réunion qui n'apparaît pas sur votre agenda tant que quelqu'un d'autre n'a pas décidé de votre avenir. Linda Shaw, notre directrice RH, était assise là, avec son sourire en porcelaine, un dossier manille devant elle, comme si elle m'offrait un cadeau plutôt qu'une guillotine. Ethan Brooks, le nouveau vice-président, s'appuyait contre le mur derrière elle, les bras croisés, la suffisance se dégageant de lui comme une eau de Cologne bon marché. « Jennifer, commença Linda. Après mûre réflexion, l'entreprise a décidé de prendre une nouvelle direction. C'est bien sûr une séparation à l'amiable, et nous aimerions vous offrir ce généreux package de départ. » Généreux, c'était son mot, pas le mien. Ethan ne dit rien, se contentant de sourire comme s'il avait déjà gagné. Il pensait que j'allais supplier, discuter, peut-être même pleurer. Au lieu de ça, j'ai penché la tête, demandé un jour pour examiner les documents et ai fait glisser le dossier vers mon sac. Mes doigts ont effleuré autre chose à l'intérieur. Le corps argenté et fin d'une clé USB. La seule copie de l'audit préliminaire de conformité pour notre plus gros contrat fédéral, un document si sensible qu'il n'avait jamais touché le serveur partagé. Je le finalisais quand l'invitation à la réunion était apparue, et au lieu de finir les dernières corrections, je l'avais sauvegardé là. J'ai fermé mon sac, les ai remerciés tous les deux, et suis sorti sans un mot de plus. Pour eux, cette clé USB ne signifiait rien. Pour moi, c'était une grenade dégoupillée à moitié. Si cet audit n'était pas corrigé et envoyé avant la fin du mois, les clauses du contrat déclencheraient automatiquement une suspension. Tous les paiements liés, des millions, seraient gelés instantanément et les pénalités s'accumuleraient jour après jour. Ils ne savaient pas les incohérences que j'avais découvertes. Ils ignoraient que j'étais la seule à savoir où les chercher. Et ils ne savaient certainement pas que j'avais déjà introduit 3 erreurs stratégiques dans le brouillon, que personne d'autre que moi ne pourrait corriger à temps. C'était ça, la beauté, je n'avais pas besoin de saboter davantage. Je n'avais qu'à laisser le temps faire le travail. En passant devant mon propre bureau pour la dernière fois, j'ai vu le nouveau visage qu'ils avaient déjà installé à ma place, une jeune recrue enthousiaste qui pensait avoir obtenu une promotion. Pauvre fille, elle ignorait qu'elle venait d'hériter d'une mission dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. J'ai continué à marcher dans le couloir, devant le poste de sécurité, puis dans l'air matinal du centre-ville de Chicago. Ils pensaient que la réunion était la fin. Je savais que ce n'était que le début d'une chose qu'ils ne verraient venir que bien trop tard. La première règle pour démanteler quelqu'un dans l'ombre est simple. Faites-lui oublier que vous existez. Le matin suivant, séparation à l'amiable, j'ai envoyé un courriel d'adieu poli à mon service, les remerciant pour leur travail et leur souhaitant bonne chance sous une nouvelle direction prometteuse. Pas d'amertume, pas le moindre signe de problème. Puis, je me suis tue. Aucune mise à jour sur les réseaux sociaux, aucun changement de statut sur LinkedIn, aucun café décontracté avec d'anciens collègues. Je voulais qu'Ethan Brooks et son cercle rapproché croient que j'étais passé à autre chose, que je léchais mes blessures ou que je recommençais ailleurs. Dans les environnements d'entreprise, on cesse de surveiller ceux qui s'effacent en silence. Et c'est là que le vrai travail commence. Tandis qu'ils célébraient la rationalisation des opérations, je commençais à répertorier mentalement chaque procédure non documentée que j'avais construite au cours de la dernière décennie, des tâches qui n'avaient jamais figuré dans un manuel,
jamais été intégré dans une formation et que personne d'autre que moi ne pouvait reproduire. Il y avait des validations verbales avec des contacts fédéraux qui contournaient les canaux internes lents, de subtiles modifications de formulation dans les dépôts de conformité qui évitaient des relectures coûteuses et des habitudes relationnelles avec les auditeurs qui maintenaient nos délais favorables. Sans tout cela, la machine continuerait à tourner juste assez longtemps pour qu'ils se sentent en confiance, avant que la tension ne commence à se faire sentir. Je n'ai pas contacté d'alliés à l'intérieur, je n'en avais pas besoin. Le silence crée sa propre forme de pression, et quand les choses commencent à mal tourner, on se souvient toujours de la personne qui faisait en sorte que tout fonctionne. En me retirant complètement de leur champ de vision quotidien, je me suis assuré que, lorsque les fissures apparaîtraient, ils ne s'en apercevraient pas avant que le sol ne commence déjà à s'effondrer. Mon absence n'en était pas une, c'était un poids invisible appuyant sur les appuis dont ils ignoraient l'existence. Cette clé USB n'était pas un simple objet de bureau ramassé en partant, c'était le centre nerveux d'un contrat si lucratif que l'entreprise avait bâti toute sa prévision trimestrielle autour de lui. Le fichier qu'elle contenait était un audit préliminaire de conformité pour notre plus gros client fédéral, un compte lié à la défense, avec tolérance zéro pour les erreurs et une réputation de rompre avec les sous-traitants sans le moindre avertissement. Ce n'était pas un formulaire que l'on pouvait corriger avec un simple courriel envoyé en retard, c'était un labyrinthe de 200 pages mêlant jargon juridique, rapprochement financier et certification croisée, chacune soumise à des délais stricts. Enfouies dans ce dédale, 3 incohérences que j'avais volontairement laissées non résolues avant d'enregistrer le fichier. Une signature manquante d'un sous-traitant dont je savais que le bureau était fermé pour rénovation, un décalage de date entre un document principal et sa pièce justificative, et un code de classification saisi dans la mauvaise colonne. Des détails assez discrets pour échapper à un œil pressé, mais suffisamment importants pour déclencher une réaction en chaîne lors du contrôle automatisé. En théorie, n'importe qui pouvait les corriger. En réalité, il fallait des années de contexte, une piste papier complète et la confiance de plusieurs partenaires externes pour obtenir les rectifications dans les temps. J'étais la seule à avoir tout cela. Et désormais, je n'étais plus là. Le calendrier était crucial. Les clauses du contrat accordaient 30 jours à partir de la réception de l'audit préliminaire pour soumettre la version finale corrigée. Le 30e jour n'était pas qu'une case dans l'agenda, c'était un fil-piège. Le manquer signifiait suspension immédiate de tous les paiements par l'agence fédérale. Chaque jour de retard ajoutait des pénalités croissantes, et si le manquement n'était pas réglé dans 2 échéances consécutives, le client avait le droit de résilier sans appel. Le plus beau dans tout ça, c'est que personne d'autre ne savait même que ces clauses existaient. Elles n'apparaissaient pas dans le résumé de contrat partagé, ni dans le logiciel de gestion de projet. Elles vivaient dans une armoire fermée à clé de mon ancien bureau et dans ma tête. En gardant la seule copie du fichier préliminaire hors de leur radar, je m'assurais qu'aucun rappel automatique ne surgirait, qu'aucun analyste junior ne tomberait dessus par hasard en nettoyant un disque. Le document était invisible. Je n'avais pas besoin d'appeler qui que ce soit pour semer la panique. Elle arriverait d'elle-même, à son heure. Tout ce que j'avais à faire, c'était garder les mains propres et mon nom silencieux pendant que l'horloge tournait. Quelque part, Ethan Brooks se félicitait de optimiser les ressources et utiliser mon ancien budget pour financer son projet favori. Linda Shaw préparait sûrement ses rapports au conseil d'administration, vantant la fluidité de la transition. Ils construisaient leur dossier pour justifier que mon départ était une bonne décision, inconscients que la preuve la plus accablante contre eux reposait déjà dans un fichier dont ils ignoraient l'existence. L'audit n'était pas seulement un atout dans ma poche, c'était une arme chargée et la sécurité était déjà ôtée. 2 semaines après mon départ, les premières fissures, fines comme un cheveu, commencèrent à apparaître. Elles étaient assez discrètes pour que personne en dehors du cercle restreint ne les remarque, mais pour moi, elles étaient évidentes. Un interlocuteur fédéral de longue date envoya une demande de routine concernant une mise à jour de certification croisée.
une tâche que je traitais en moins d'une heure, et elle resta sans réponse pendant plusieurs jours. Un sous-traitant laissa 3 messages vocaux à propos d'un accusé de réception manquant, le genre de détail qui pouvait retarder toute une chaîne de dépôt si on l'ignorait. Ethan Brooks balaya ces alertes, disant à son assistante de revenir vers eux quand ce serait pratique. La notion de pratique n'existe pas dans les contrats fédéraux. Chaque jour passé après un délai est du temps qu'on ne peut pas rattraper. Linda Shaw, toujours fidèle complice, le rassura en affirmant que l'équipe s'adaptait et que mon absence se remarquait à peine. C'était exactement l'illusion que j'avais conçue. La réalité, c'est que ceux qui avaient hérité de mon ancien travail ne savaient même pas où se trouvaient toutes les pièces. Certains documents reposaient dans des archives hors site, sous des codes de projet différents. D'autres existaient uniquement sous forme papier, car certaines agences refusaient toute transmission numérique. Et puis, il y avait ces accords tacites avec des responsables de conformité, des ententes construites au fil des années qui pouvaient accélérer les validations en cas de blocage. Sans ces relations, chaque petite anicroche se transformait en retard complet. Je n'avais pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour que cela se produise. Mon départ avait créé un vide, et la nature déteste le vide. La beauté des fissures, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les forcer. Il suffit de laisser le poids au-dessus faire son travail. Dans la salle de réunion aux parois vitrées, Ethan devait encore parader avec ses diaporamas PowerPoint sur l'efficacité et la modernisation, croyant à sa propre histoire. Pendant ce temps, la véritable horloge, la mienne, continuait de tourner. Il pensait fonctionner à pleine capacité. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les fondations avaient déjà commencé à bouger sous leurs pieds et que lorsqu'il le sentirait, il serait trop tard pour éviter l'effondrement. À la 3e semaine, les signaux d'alerte étaient passés de fines fissures à des lézardes visibles, bien que personne dans le cercle d'Ethan Brooks ne semble capable de les reconnaître pour ce qu'elles étaient. Un contrôle secondaire de conformité avait été manqué, celui qui servait uniquement à confirmer l'éligibilité d'un sous-traitant selon les critères de financement fédéral. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais sans lui, l'ensemble du contrat risquait de déclencher un examen automatique. L'échéance passa sans qu'aucune action ne soit entreprise, et le système plaça discrètement le dossier en statut « suspension en attente ». Cette mention aurait tout aussi bien pu être écrite à l'encre invisible, vu l'attention qu'on lui accorda. À l'intérieur du bureau, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les cadres intermédiaires. On remarquait des retards étranges, des courriels sans réponse venant d'interlocuteurs gouvernementaux et des demandes inhabituelles de documents qui s'accumulaient sans résolution. Aucun de ces problèmes ne semblait directement lié au grand contrat, du moins pas de façon évidente, mais je connaissais la vérité. Chacun de ces incidents faisait partie d'une séquence plus vaste, un processus conçu pour être infaillible, mais seulement si l'on en maîtrisait l'ordre non écrit. Briser cette séquence, et les conséquences se multiplient de manière exponentielle. Ethan continuait à vanter sa prétendue rationalisation dans ses mises à jour à la direction, persuadé que ces contretemps n'étaient mais que des ajustements temporaires. Linda Shaw, elle, alimentait le conseil d'administration avec des rapports savamment arrangés, des chiffres légèrement retouchés pour masquer la pourriture sous-jacente. Ce qu'aucun des deux ne comprenait, c'est que la conformité fédérale se moque des apparences, elle ne s'intéresse qu'à l'horloge. L'audit préliminaire que j'avais emporté traînait désormais quelque part, invisible, prenant une poussière métaphorique. Les incohérences que j'y avais glissées étaient toujours là, intactes, et chaque jour qui passait sans qu'elles soient corrigées rapprochait le contrat de son fil-piège. Ce n'était pas un piège que je devais réarmer ou surveiller, il était autonome. Les règles étaient déjà écrites, les pénalités prédéfinies, les conséquences automatiques. Tout ce que j'avais à faire, c'était rien. Et rien était le seul coup contre lequel il ne pouvait pas se défendre, car il restait invisible jusqu'au moment où il ne le serait plus. Quelque part, dans un bureau gouvernemental, un avis automatisé se préparait à être envoyé, un avis qui ferait passer la situation de préoccupation interne à violation fédérale.
Et lorsque ce courriel tomberait, il n'atterrirait pas sur le bureau d'un assistant junior qui pourrait le corriger discrètement. Il irait directement au comité de supervision, au conseil d'administration et, surtout, serait consigné dans les archives publiques. La véritable finesse de ce genre de vengeance ne réside pas dans le chaos lui-même, mais dans l'attente, dans la certitude que chaque minute où ils se croient en sécurité les rapproche du moment où leur monde basculera, sans qu'ils comprennent pourquoi. Ethan m'avait pris mon budget, mon département et mon poste. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que je lui avais pris quelque chose aussi, le contrôle. Et plus il croyait encore le posséder, plus le moment serait savoureux lorsque l'illusion se briserait devant tous ceux qu'il avait cherché à impressionner. La 4e semaine tomba le même jour que la révision trimestrielle fédérale de supervision, une réunion qu'Ethan Brooks traitait comme sa scène personnelle. Elle était diffusée en direct à tous les services de l'entreprise, mélange de formalisme et de spectacle, où les dirigeants exhibaient leurs progrès pendant que les auditeurs faisaient semblant d'ignorer déjà les points faibles. Je n'étais pas dans la salle, mais je n'avais pas besoin d'y être. La moitié du personnel suivait depuis son bureau et les nouvelles circuleraient donc vite. Ethan ouvrit avec sa voix bien calibrée et ses diapositives au ton pastel, enchaînant des indicateurs destinés à impressionner ceux qui n'en comprenaient pas la portée. Puis, en pleine phrase, une voix inconnue coupa le flux. « Monsieur Brooks, avant de poursuivre, pouvez-vous expliquer pourquoi l'audit de conformité du contrat Delta 17 contient 3 incohérences non corrigées et n'a jamais été renvoyé ?» L'atmosphère dans la salle changea. Ethan se figea, cligna des yeux, tenta de reprendre contenance. « Je suis certain qu'il s'agit d'une erreur administrative. Notre équipe modernise le processus. » L'auditrice ne sourit pas. « Moderniser ne dispense pas des délais fédéraux. Vous êtes actuellement en violation de la section 14,2 qui impose la suspension immédiate des paiements en cas de correction manquée. » Des exclamations parcoururent le fil de discussion en direct. Les membres du conseil, visibles sur l'autre moitié de l'écran partagé, échangèrent des regards assez tranchants pour couper le verre. Les yeux d'Ethan se tournèrent vers Linda Shaw, qui trouva soudain quelque chose de fascinant sur son bloc-notes. L'auditrice poursuivit, d'un ton net et inflexible. De plus, la violation s'étend à 3 sous-traitants, tous désormais signalés pour une recertification de conformité. Impact estimé, 7 chiffres en font retenus jusqu'à résolution. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Il n'y avait aucune marge de négociation, aucun discours de relations publiques assez fort pour effacer une violation inscrite dans un dossier fédéral. Ethan tenta de rejeter la faute vers le bas, marmonnant à propos de transition de personnel et de réaffectation de ressources. Mais le mal était fait. Ce n'était pas une note interne qu'il pouvait enterrer. C'était en direct, public et irréversible. Depuis ma table de cuisine, un café à la main, je ne ressentis ni l'euphorie de la victoire, ni le frisson de l'exposition. Je ressentis la sérénité de l'inévitable. Le compte à rebours que j'avais déclenché dans ce bureau des RH venait d'atteindre 0, et la détonation était retransmise à toute l'entreprise. Au moment où l'auditrice eut terminé, la réunion se transforma en un chaos contrôlé. Les membres du conseil se penchèrent vers leur caméra, la voix tendue, exigeant des délais et des explications qu'Ethan Brooks n'avait pas. Sa posture confiante s'affaissa en une raideur crispée, celle qu'on observe chez quelqu'un qui se demande s'il doit se battre ou fuir. Il feuilleta nerveusement ses papiers, comme si la réponse pouvait se cacher entre 2 puces, mais il n'y avait rien, aucun audit révisé, aucun plan correctif, aucune preuve que quelqu'un ait même touché au dossier depuis le jour où j'étais parti. L'auditrice attendit, glaciale, laissant le poids de la violation s'installer. La voix d'Ethan se brisa tandis qu'il tentait de rejeter la faute sur des lacunes de processus laissées par le personnel précédent, mais personne ne le croyait. La présidente du conseil, une femme qui n'avait pratiquement réagi à rien de toute l'année, le coupa net. « Monsieur Brooks, il ne s'agit pas d'une lacune de processus, c'est un échec de leadership. Avec effet immédiat, vous êtes relevé de vos fonctions. »
La déclaration resta suspendue dans l'air, définitive et irrévocable. Linda Shaw évita son regard, probablement en train de calculer à quelle vitesse elle pouvait réécrire sa propre implication. Ethan marmonna quelque chose à propos de « mauvaise communication » avant de se déconnecter, son écran devenant noir. Dans le chat, les réactions affluèrent de la part des employés à travers l'entreprise, moitié choqués, moitié secrètement satisfaits. Ce qu'ils ne savaient donc pas, c'est que ce n'était ni un accident, ni de la malchance. C'était le résultat de chaque décision qu'il avait prise depuis le jour où il avait cru que j'étais jetable. En regardant la scène se dérouler en direct, je n'avais pas besoin de me vanter. Sa chute s'en chargeait déjà pour moi. Le lundi suivant, mon téléphone sonna avant 8 heures. C'était Mark Ellison, le directeur du service, qui avait toujours affirmé qu'il ne se mêlait pas de politique. Sa voix était tendue, dépouillée de l'arrogance décontractée qu'il arborait d'ordinaire. « Jennifer, nous avons besoin de ton aide pour corriger certains anciens dossiers de conformité. C'est urgent. » Je laissai le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il le ressente. « Quel dossier ?» demandai-je, sachant parfaitement la réponse. « L'audit Delta 17, dit-il presque à voix basse, comme si le nom en lui-même pesait lourd. Je pouvais l'imaginer assis à son bureau, jetant des regards nerveux vers la porte fermée, essayant de calculer combien offrir sans paraître désespéré. Je gardai un ton neutre. « Je ne fais plus partie du personnel, Marc. Si vous voulez que je touche à ce contrat, ce sera dans le cadre d'un nouvel accord. » Un silence, puis le froissement de papier, comme s'il s'y attendait. « Énonce tes conditions. » Je m'adossai à ma chaise, le regard perdu sur la ligne d'horizon de la ville. Consultante indépendante, triple de mon ancien salaire, pouvoir de veto total sur les flux de conformité. Son expiration fut sèche, mais il n'y eut aucune objection. « C'est d'accord, » dit-il, le mot amer dans sa bouche même à travers le combiné. En fin de journée, les documents étaient dans ma boîte mail. 2 jours plus tard, je franchissais à nouveau les portes du bâtiment, non pas comme employé, mais comme quelqu'un qu'on ne pouvait plus atteindre. Les mêmes personnes qui avaient évité mon regard, le dernier jour semblaient maintenant soulagées de me voir. Je ne me suis pas vantée, je n'ai pas souri avec suffisance. Je me suis simplement assise à la tête de la table de conférence, le dossier d'audit devant moi, et j'ai commencé à dicter exactement comment les choses allaient désormais se passer. Ils ne s'étaient pas contentés de me rappeler, ils avaient reconstruit les murs avec mon nom gravé dans les fondations. Dans les semaines qui suivirent, l'audit Delta 17 fut corrigé, renvoyé et le contrat rétabli, mais non sans un changement permanent dans la manière dont l'entreprise fonctionnait. Mon nom figurait désormais sur chaque processus critique de conformité, non pas parce que je l'exigeais, mais parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus survivre sans moi. Le bureau d'Ethan Brooks fut vidé en quelques jours, son nom déjà relégué au rang d'avertissement, un simple exemple à ne pas suivre. Linda Shaw conserva son poste, mais son influence se réduisit à la taille de sa boîte de réception RH. Je n'étais pas revenu pour me fondre dans le décor. J'étais revenu pour m'assurer que plus jamais on ne pourrait m'effacer. Mon nouveau contrat me rendait impossible à écarter, et mon droit de veto me permettait d'arrêter toute décision imprudente avant même qu'elle ne commence. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une refonte. Ils avaient cru m'écrire hors de leur histoire, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était me tendre le stylo. En regardant la ville depuis la fenêtre de mon bureau, je savais une chose avec certitude. Le jour où ils m'avaient convoqué à cet entretien de départ était le jour où j'avais cessé de jouer selon leurs règles, pour commencer à écrire les miennes. Ils pensaient m'avoir tout pris au moment où ils ont fait glisser ce package de départ de l'autre côté de la table, mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de m'offrir l'opportunité que j'attendais, reconstruire mon pouvoir d'une manière qu'ils ne pourraient plus jamais atteindre. Parfois, la riposte la plus efficace n'est ni bruyante, ni immédiate, ni évidente, elle est calculée, patiente et invisible, jusqu'au moment où elle explose. Cette histoire parle de la force silencieuse qui vient de la conscience de sa valeur, de la compréhension de son levier d'action et de la maîtrise de l'impulsion d'agir sur un coup de tête. Dans la vie en entreprise, surtout dans les environnements compétitifs américains, il est facile de réagir avec émotion lorsqu'on est trahi par surprise.
Mais le vrai pouvoir réside dans la capacité à garder le contrôle de soi et de sa stratégie, même quand l'autre croit vous avoir surpassé. Dans mon cas, je ne suis pas partie en claquant la porte ni en brûlant des ponts. J'ai identifié la valeur irremplaçable que j'apportais, je l'ai soustraite à leur portée et j'ai laissé leur propre arrogance faire tourner le compte à rebours. Quand l'effondrement est arrivé, il ne s'agissait pas d'humilier qui que ce soit pour le plaisir, mais de reprendre la main et de sécuriser une position où la même erreur ne pourrait jamais plus se reproduire contre moi. La morale est celle-ci, une vengeance qui vous laisse dans une meilleure position qu'avant vaut bien plus qu'une simple revanche. Vous n'avez pas besoin de détruire quelqu'un pour gagner. Il suffit de s'assurer que ces actions ne puissent plus jamais vous nuire. Comment commencer dès aujourd'hui 1. Identifier la valeur unique que vous apportez à votre travail, compétences, relations ou système que personne d'autre ne peut reproduire. 2. Protéger et documenter cette valeur de manière à ce qu'elle ne puisse être effacée. 3. En cas de tort, résister à l'envie de réagir immédiatement. Pensez à long terme. 4. Utilisez votre levier d'action de manière stratégique en visant un résultat qui renforce votre position. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire sur vos propres victoires ou leçons professionnelles. Partagez-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il faut jouer sur le long terme. Et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.